Pour la première table ronde, quelle banque de détail pour demain? Vous avez convié Michel Roux, monsieur le doyen honoraire. Alors, on ne dit pas honoraire parce que quoi, ça fait retraiter. Voilà, vous étiez donc, et vous êtes toujours un enseignant hors pair, et vous êtes surtout l'auteur d'une série d'ouvrages de référence. Alors, comme on nous informe des auteurs, le management de la banque qui vient de paraître, les nouveaux risques et les nouvelles formes de gouvernance, Michel Roux, avec une préface d'Olivier Pastré, vous êtes scotché à la banque, quoi que vous disiez. C'est paru chez Vuibert, ça vient de sortir, un peu plus récent, mais c'est peut-être encore plus utile pour les gens qui sont dans les formations, le master de la banque de détail, dans une collection dirigée par Jacques Higalin, c'est dans la collection Master, et c'est un autre ouvrage de Michel Roux. À ses côtés, Olivier Gavalda, qui est le directeur du pôle caisse régionale du Crédit Agricole. À ses côtés, Emmanuel Vautrin. Alors, ING Direct, alors, vous l'avez un peu laté au passage, monsieur Pastré, puisqu'il il va se défendre très bien tout seul, puisqu'il est responsable juridique de la banque ING Direct. Il va nous dire ce que représente et ce qu'on peut attendre de la banque en ligne. Et puis Hervé Juvin, qui est le vice-président de l'AJP et président d'Eurogroup Institute, auteur aussi de remarquables contributions sur l'avenir des banques mutualistes, dans une revue qui n'est pas concurrente mais amie, qui s'appelle Banque et Stratégie. Dans le civil, il est également l'auteur d'ouvrages d'une trilogie qui relève plus de ce que vous appelez l'écologie humaine, le dernier opus s'appelant La Grande Séparation. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'humain n'est pas étranger à nos réflexions. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de la banque de détail? D'abord, est-ce que la vision à 10 ans, même si les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir, comme disait l'autre, est-ce que les propos de M. Pastré vous ont semblé pertinents, ou au contraire, est-ce qu'il a noyé le poisson dans une définition des 10 ans qui viennent, qui est plus peuplée d'incertitudes que d'anachorètes? Non, mais moi j'ai envie de revenir 20 ans en arrière, parce que les choses ont changé. Il y a eu l'euro, il y a eu l'évolution de la désintermédiation, mais pourquoi je veux revenir une vingtaine d'années en arrière, sans pour autant rappeler les propos de Godet et Plat dans un article célèbre du journal Le Monde, paru au mois de février 1979, qui nous parlait de la sidérurgie de demain. Donc j'oublie, mais plus sérieusement, il y a eu un rapport du plan quelques années plus tard, à l'époque où le plan existait encore, 1992. Le commissaire au plan était Jean-Baptiste de Foucault, il y avait un certain nombre de personnalités, et notamment il y avait un rapport qui a été publié en septembre 92 sur la prospective banque, finance, assurance, et le président de cette commission n'était autre que Christian de Boissieu. Il y avait aussi un petit jeune qui s'appelait Pierre Moscovici, qui n'était autre que le chef du service modernisation du service public et du financement. Ils étaient 27. Ils ont commis un rapport, et je ne résiste pas du tout, moi, à vous redonner rapide lecture, très brève lecture, de l'avant-propos de Jean-Baptiste de Foucault, le commissaire au plan de l'époque, qui nous disait à peu près ceci: la banque n'est pas habituellement l'objet privilégié de la recherche, c'est pourtant un monde qui a connu des transformations. Il faisait allusion à la période 80, la loi bancaire de 84, la désintermédiation, etc. Et il poursuivait en nous disant: c'est pourtant un monde qui a connu des transformations, ses liaisons avec la sphère, je dirais, réelle en particulier, sont pourtant si complexes qu'il y a lieu de s'interroger. Et le rapport amorçait, je passe très rapidement, un certain nombre de questions qui ont d'ailleurs été abordées par Olivier Pastré. Il n'y aura pas de pause technologique, il y aura la persistance des risques, et puis peut-être faudrait-il privilégier déjà une approche plus fonctionnelle qu'institutionnelle. On disait ça en 92. Alors, sans parler de sidérurgie de demain, parce que la prophétie ne s'est quand même pas réalisée, est-ce la fin pour autant, c'est notre sujet, c'est la fin pour autant du modèle de la banque de détail à la française? Je voudrais juste, sans vous abreuver de statistiques, mais quelques données plus récentes, et là je me porte en 2013, il y a rapidement 3 études qui sont intéressantes. Capgemini FMA, à travers son rapport annuel qui est paru en avril 2013 dans World Retail Banking Report, 51% de la clientèle des banques de détail est prête à quitter sa banque. On s'interpelle. Autre étude, autre cabinet conseil, Score Advisor, qui en mai 2013 nous dit
15% des agences bancaires françaises ne sont pas rentables. Interpellation. Et puis dernière étude, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui nous dit globalement le nombre des agences est passé de 237 000 en 2008 à 217 000. Il y a eu une déperdition de 20 000 agences bancaires en Europe, Europe des 27, sans la Croatie. Donc ça interpelle, d'autant plus qu'il y a des pays où je dirais, la rupture a été encore plus grande. On peut considérer qu'en France, c'est une perte de l'ordre de 3% du nombre des agences. Elles sont 38 000 avec la Banque Postale, pour faire simple. Donc vous faites le calcul vous-même. Mais par contre, il y a des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, où là, c'est beaucoup plus douloureux et c'est probablement de l'ordre de 30%. Donc voilà un petit peu pour le canevas, pour les repères. C'est pour ça que je souhaitais un petit peu revenir en arrière. Mais pour autant, je crois qu'il y a nécessité de réinventer le modèle sans pour autant forcément créer une révolution. Et là-dessus, je rejoins parfaitement les interrogations. J'y reviendrai, moi, par la suite. Alors, on va demander à Olivier Gavalda. D'abord, vous avez l'impression de faire un métier à risque. La moitié des clients sont prêts à vous dire « ciao bello » la saison prochaine. Si ça marche. Je ne connaissais pas cette statistique. Simplement, les études de clients que nous faisons au Crédit Agricole et dans la profession bancaire en général montrent plutôt une fidélité assez importante à chacun des réseaux. Le chromosome agricole est peut-être pour quelque chose là-dedans. Non, mais c'est vrai aussi pour les autres réseaux. Là, je peux parler un peu pour tous les banquiers s'il y en a dans la salle, mais globalement, il y a un attachement assez important. Alors, Olivier Pastré disait que c'est compliqué de quitter sa banque. C'est vrai, c'est un avantage de la profession, il faut en convenir, on est entre nous. Néanmoins, je pense qu'il y a une fidélité probablement beaucoup plus importante en France à notre modèle de banque, d'agence bancaire de proximité, avec des conseillers généralistes qui embrassent de nombreux univers de besoins de clients, d'ailleurs pas simplement de la banque. On parlait des assurances, mais il y a d'autres univers aussi qui sont traités. Il y a des vertus liées au système coopératif où vous avez des gens qui sont des élus finalement du terrain, qui remontent. Oui, parce que ça nous oblige à être ancrés dans le territoire. La coopérative n'a de sens parce qu'elle sert ses sociétaires. Donc forcément, dans un modèle comme le Crédit Agricole, on sert ses sociétaires, on appartient à nos sociétaires, donc on vit ancré sur nos territoires pour le territoire. Donc pour le coup, je dirais, c'est par automatisme et par nature, on est implanté et impliqué localement. Mais globalement, j'aimerais revenir à cette notion de fidélité. On ne sent pas cette propension des clients à quitter leur banque. Et tout à l'heure, Olivier Pastré, j'ai noté ça, et je crois qu'il a raison, quand on dit qu'il faut se méfier on n'aime pas la banque, mais on aime son banquier, c'est vrai, il faut s'en méfier. Néanmoins, ce dont on est sûr, c'est que les Français, les clients en général, sont très proches de leurs conseillers. Ça ne veut pas dire de leur banquier ou de la marque bancaire, mais de leurs conseillers. Et là, je vous rejoins dans l'analyse. Je pense que l'attachement au modèle d'agence bancaire est très très fort. Néanmoins, il va falloir qu'on évolue, parce qu'on ne peut pas balayer le phénomène Internet, et mon voisin en parlera probablement mieux que moi, on ne peut pas balayer le phénomène Internet. Néanmoins, ça ne perdurera qu'à deux conditions. D'abord, la capacité qu'auront les agences à vraiment devenir multicanal, multichannel, à traiter la clientèle dans les services avec le chat, avec la visio, avec le mail, avec le téléphone. Ce qu'on ne sait pas encore vraiment faire concrètement, ce n'est pas des problèmes de formation, d'ailleurs, c'est plus des problèmes d'organisation, de processus. Et puis, le phénomène de la compétence. Je pense que les Français attendent beaucoup plus de valeur ajoutée dans le conseil et dans la compétence et dans le service qu'on va apporter. On parlait d'indépendance tout à l'heure, on peut le traiter sur aussi des sujets bancaires assez classiques. Toutes les études montrent aujourd'hui qu'on est un peu en deçà des attentes dans la valeur ajoutée que doivent apporter nos conseillers et nos agences. Les grands schémas macro, les grands agrégats, ça fonctionnait bien quand la France, selon Valéry Giscard d'Estaing, était une immense classe moyenne. Je pense que l'une des raisons de la situation un peu compliquée ou un peu troublée, je ne voudrais pas troubler l'optimisme d'Olivier Pastré, mais enfin c'est quand même un peu compliqué, même pour un président de la République quand il sort dans la rue, je crois que ça vient très largement du fait que les grands scénarios macroéconomiques, les grands agrégats, the global picture, les gens ne s'y retrouvent pas et ça ne correspond pas aux situations concrètes, de plus en plus différentes,
vécu d'un quartier à un quartier, d'une ville à une autre ville ou d'un village à un autre village. En quoi j'en viens à votre question, et rassurez-vous, je vais m'arrêter bientôt là. Ça veut dire, et c'est l'objet de la grande séparation, qu'on a à redéfinir ce que sont les collectifs et qu'on a à redéfinir ce qu'est le mot proximité. On en a probablement usé et abusé, on a essayé de le compléter en disant proximité relationnelle. Je crois que proximité, de plus en plus, ça va être territoire ou communauté, et ça va être ce qui fait sens. Et que c'est un gigantesque champ d'investigation pour la banque qui a quelquefois un peu oublié son utilité, de s'interroger sur le sens de l'argent, le sens du dépôt, le sens de la gestion de patrimoine et le sens des actifs. Et si j'essayais d'avancer, je dirais deux choses. Le sens, ça sert à quelque chose, et si possible, ça sert à quelque chose sur mon territoire, dans ma région ou sur ma communauté. C'est probablement d'une des chances historiques des systèmes coopératifs ou mutualistes. Je ne sais pas s'ils les ont toujours aussi bien utilisés qu'ils auraient pu le faire. Je sais qu'ils sont gênés par des règles de conformité, etc. Et je vois des conflits monter à cet égard. Le deuxième point de sens qui me paraît très important, il est sur la qualité de mon territoire. Ce n'est pas très malin de confier l'argent de son épargne pour sa retraite à des entreprises qui polluent, qui dégradent la qualité du territoire ou qui vont faire des tas de choses certainement très intéressantes en Indonésie ou ailleurs, mais qui ne contribuent en rien à ma qualité de vie dans mon environnement et là où j'ai choisi de vivre le reste de mes vieux jours. Je crois que ces questions de sens sont extrêmement déterminantes et je vais terminer sur le sujet de la formation. Ces enjeux-là sont compliqués. Ça veut dire que tous les banquiers ne feront pas la même chose, ça veut dire que d'une agence à une autre, d'une caisse locale ou d'une organisation régionale ou nationale à une autre, on va faire de plus en plus des choses différentes dans les mêmes cadres réglementaires avec les mêmes exigences de conformité. Pour moi, c'est un enjeu de formation important parce que je crois que l'avenir des réseaux va passer par l'intrapreneuriat dans la banque. Permettre à un directeur d'agence, permettre à un directeur de caisse locale, permettre à un patron d'organisation locale ou territoriale d'être quelque part en situation d'entrepreneur, au plus près des besoins de son territoire et d'être un véritable acteur de développement et de congruence entre les besoins de financement et les possibilités d'épargne et de placement sur cette région ou sur ce territoire. Ça, c'est quand même un enjeu qui n'est pas petit, parce que dans les formations aujourd'hui, je vois énormément la conformité, tout le monde habillé de la même manière, tout est pareil pour tout le monde, et ce prêt-à-porter uniformisé, il va de moins en moins répondre aux nécessités de terrain. En gros, c'est quand même un enjeu de légitimité, et si j'osais, je dirais que c'est presque un enjeu de survie. Discours de haute tenue. Olivier Pastré, j'espère que vous avez au moins opiné du chef. On va essayer de demander à Emmanuel Vautrin s'il n'est pas le mouton à 5 pattes ou le chien dans le jeu de quilles bien ordonnancé, même si ce n'est pas aussi bien ordonnancé que ça devrait l'être, d'après Hervé Juvin. ING Direct, donc vous êtes un banquier dématérialisé, vous êtes un pur esprit, un ectoplasme. Alors, on n'est pas une banque virtuelle, ce qu'on entend souvent. L'autre jour, j'étais dans les transports, et il y avait deux personnes qui parlaient, et il y avait un client d'ING Direct, un client d'une autre banque de détail, et le client de la banque de détail était assez détracteur, et il disait « Oh, tu sais, ces banques-là, ils n'ont même pas de bureau. » Alors comme moi, je me rendais au bureau, ça m'a fait beaucoup rire. On a des vrais employés, on est une vraie banque, avec des vraies compétences. Pour vos clients qui se plaignent de ne pas avoir de bureau, vous avez inventé les cafés. C'est quoi les coffee shops ING Oui, tout à Direct? fait. En fait, on a des lieux de rencontre clients qui sont des cafés. Alors, on n'en a que 2 pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura plus dans le futur. On en a un à Paris Opéra, pas très loin, où je vous invite à aller. Et puis, on en a un aussi à Lyon qui est très très beau, qui a eu le prix du design d'ailleurs. Et je vous invite à aller visiter si vous allez à Lyon. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, puisqu'on devrait vivre avec du dématérialisé, et d'un seul coup, on retrouve un autre client où on peut voir la tête de son banquier ING? Nous, la caractéristique de la banque en ligne, c'est qu'on ne voit jamais notre client. Et en fait, les cafés, c'est une façon de les rencontrer, et c'est aussi un point de réassurance pour eux. Puisque, en fait, si la banque en ligne est faite pour tout le monde n'est pas fait pour la banque en ligne. Donc, c'est vrai que nous... moi, Faites-nous le profil rapidement, c'est quoi? C'est jeune, riche, prospère, intelligent, non, pas particulièrement. surdiplômé. En fait, nous, on s'adresse vraiment à une clientèle très très large. D'ailleurs, souvent, l'un des fondements de la banque en ligne, c'est la gratuité. On a énormément de produits et les opérations sont entièrement gratuites. Donc, on pourrait croire que ça va se déployer auprès d'une très large population. Bon, pour autant, nos clients sont plus des clients urbains, plutôt CSP+. Voilà, donc c'est plutôt des gens qui ont
de l'épargne, puisqu'à la base on est une banque d'épargne, donc c'est quand même des gens qui ont des moyens. C'est des gens en général qui sont assez autonomes, qui sont urbains, qui sont mobiles, qui sont dynamiques, qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir leur conseiller dans leur agence, et qui donc préfèrent avoir une relation avec une banque qui est plus disponible. Comment est-ce que vous répondez aux attentes exprimées par les uns par les autres en matière de conseils, même sans entrer dans l'affectif, d'une relation charnelle, incarnée finalement? Donc nous aujourd'hui, en fait, nous vraiment l'objectif d'ING Direct depuis le départ, c'est vraiment de compter sur l'autonomie des clients. Et c'est de leur proposer une gamme de produits qui est relativement simple. Donc les gens viennent chez nous, ils savent ce qu'ils veulent. En général, ils sont assez connaisseurs des produits de la banque. Et nous, on est là pour leur donner les outils qui leur permettent d'être autonomes dans la gestion de leur argent. Donc nous, on est vraiment, on leur donne vraiment les outils. On n'est pas forcément là pour les orienter en toute chose. D'ailleurs, pour la plupart de nos produits, nous ne faisons pas de conseils, très clairement. Nous proposons des produits simples pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de se creuser la tête pendant des heures sur des produits très complexes. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils veulent des produits simples, efficaces, rentables. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Olivier Gavalda, quelle sera la réponse des réseaux comme Crédit Agricole? Bon, il y a des réponses, Écoutez, il y a des réponses de ceux qui organisent eux-mêmes leur banque en ligne, mais Exactement, Voilà. déjà, premièrement, puisque a priori, quasiment toutes les grandes banques françaises de taille classique ont leur propre filiale de banque directe. Il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de ces clients-là, hein, de clients autonomes qui viennent chercher de l'épargne ou des produits à fort rendement. C'est aujourd'hui 2-3% des Français, la cible, pas encore ceux qui sont équipés, mais c'est à peu près 2-3% des Français actuellement. Alors, toute la question, c'est est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va prendre des proportions importantes? Est-ce que les clients vont vouloir plutôt un modèle de banque, entre guillemets, low cost ou low pricing, avec du... Enfin, je parle à l'envers, c'est-à-dire de tarification faible, avec une relation appauvrie, donc la notion de client zapper d'ailleurs, on n'est pas loin du modèle anglo-saxon, etc. Nous, on fait le pari inverse. On pense que la relation charnelle, comme vous l'avez dit, je reprends ce terme à propos, va rester forte. Et d'ailleurs, on voit que des banques directes sont obligées de créer des coffee shops ou des lieux de rencontre parce qu'il y a un moment ce besoin de toucher, parce qu'on parle de l'argent, on parle de la confiance. Donc on voit ces pure players Internet qui ont besoin de s'incarner et d'incarner du physique. Donc nous, franchement, on croit, en tout cas au Crédit Agricole, on croit à ce modèle. Et je rebondis sur les propos d'Hervé Juvin. Je pense qu'il faut aussi, à partir de là, expliquer notre utilité, expliquer pourquoi on le fait, le rôle social et sociétal d'ailleurs, plus largement que nous avons, et donner du sens. Et là, pour le coup, si on rebondit par rapport aux DRH ou aux formateurs qui sont dans la salle, puisque je crois qu'il y en a beaucoup, ça c'est vrai que c'est des enjeux extrêmement importants. Et là aussi, Olivier Pastry faisait référence. Attention à ne pas former qu'aux produits de la banque ou qu'à la fiscalité des produits d'épargne ou à la technique crédit. Il va falloir aussi qu'on ait des conseillers, des directeurs d'agence qui soient capables de donner du sens à leur métier, d'être pédagogiques, d'expliquer, parce que tout ça va donner du lien et fidéliser et maintenir les réseaux bancaires tels qu'ils sont aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui la journée de la gentillesse, donc profitons-en. Donc, on s'en était aperçu depuis le début d'ailleurs. Hein. Tout à fait, tout à fait. Même Olivier, là, je ne l'ai pas reconnu, mais bon. Simplement, moi, j'y vois 4 défis et je terminerai, si vous voulez bien, par 3 préconisations. 4 défis, l'image. On n'en parle pas beaucoup et je crois qu'il y a quand même un véritable travail à faire, à conduire en la matière par les professions, par la fédération, etc. Notamment cette séparation banque de financement et d'investissement, puisqu'on voit toujours les scandales se poursuivre. Vous avez JP Morgan qui négocie une amende de 12 milliards de dollars. Paraît-il que c'était une des banques parmi les plus vertueuses. Qu'est-ce que ça doit être le méchant, hein? Quel est le prix de l'amende? Bien. Donc l'image, il faut impérativement travailler sur ce domaine, ça me paraît important. Ça a été évoqué, le conseil incontournable. Je crois qu'on pourrait s'inspirer du courtage, qui est probablement très souvent apporte davantage de prestations complémentaires et il faut impérativement que la banque sorte de la vente à l'acte. Ça a été plus ou moins rappelé. Autre élément, ça a été également souligné, l'offre élargie.
incontestablement la démographie, l'habitat, l'extra-bancaire, le low cost, on vient de l'évoquer, l'inclusion bancaire, c'est probablement des chantiers là où il y a lieu d'innover. La relocalisation des financements, Hervé Juvin l'a en partie évoqué également, donc je n'y reviens pas. Ça me paraît le deuxième point relativement important. Autre point qui est dans le domaine des défis, c'est aussi l'appétence au risque. Ça a été très largement souligné par l'AMF dans le cadre de ces 220 visites mystères, point d'interrogation, et qui va interroger comme ça, par surprise, un petit peu un certain nombre de collaborateurs. Et là, visiblement, le risque n'est pas toujours bien expliqué à la clientèle, et je pense qu'il y a là aussi un véritable effort à faire. Alors, pour être très bref, 3 préconisations, me semble-t-il, indispensables, qui vont affecter le management. D'une part, il faut, je crois, sortir de cette conformité réglementaire qui, la plupart du temps, a été conçue en période de croissance pour davantage créer de la responsabilité. Et ça me paraît être un point relativement important. Ça pourrait aussi faire l'objet de longues discussions. Il faut aussi peut-être que les résultats des banques soient davantage adossés à l'économie réelle, ça me paraît indispensable, et qu'on l'explique. Ça rejoint le problème qu'évoquait tout à l'heure Hervé Juvin sur la relocalisation implicitement. Et puis, il me paraît nécessaire, là c'est l'universitaire, entre guillemets, qui parle, de tout simplement travailler peut-être davantage la veille. Tout ce qui relève du domaine de la veille, que ce soit dans le domaine des risques, que ce soit dans le domaine des technologies ou de la concurrence. Bon, je ne vais pas parler du shadow banking, je ne vais pas parler de toutes ces nouveautés, mais véritablement, il y a un travail qui peut être construit avec le monde académique, davantage, je dirais, avec le monde académique, et c'est un petit peu ma transition en disant, là, c'est là où la formation, elle a toute sa place, et la recherche aussi. Peut-être que les banques pourraient davantage s'appuyer sur la recherche académique. On verra dans la deuxième table ronde que l'univers que vous évoquez se met en route, enfin est en route pour répondre à ces attentes nouvelles. Je voudrais revenir à Hervé Juvin. Reprenez votre idée, effectivement, de localisation, de relocalisation de la banque, finalement, dans cet univers. Il y a une agence, il y a un groupe bancaire qui fait sa pub là-dessus, pour autant que je sache, le client dit qu'il est content parce que c'est pas vous l'aimez à le pays, mais c'est vous l'aimez investir à le pays. Bon, mon patois est très approximatif. Les méridionaux l'apprécieront. On est évidemment sur une grande question. On a considéré le territoire, en gros, c'est une surface, on fait des statistiques, etc., etc. On se rend compte que le territoire, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de très vivant. Il n'y en a pas deux qui soient pareils. On ne peut pas les définir de la même manière. Certains territoires pertinents sont très petits. Certains territoires pertinents sont beaucoup plus étendus en surface, etc., etc. Et je crois que le maillage va être un élément à reconsidérer. Là, je reste dans la gentillesse. Pour terminer, parce que malheureusement, je dois vous quitter dans les minutes qui viennent, j'essaierai de rompre un peu avec la gentillesse de cette table ronde. Je crois qu'un des sujets qui vient immanquablement dans la banque de détail de demain, c'est la réflexion de qu'est-ce qu'il y a de bancaire dans tout ça, dans le grand manteau de la banque de détail, qu'est-ce qui réellement relève du service de l'argent et des risques, justifie entre parenthèses d'un statut particulier, et qui est fourniture de prestations de services à un territoire, à une communauté, à des acteurs économiques, mais qui ne relève pas spécifiquement de l'activité bancaire. Je suis à peu près certain que cette question-là est devant nous. Je suis à peu près certain, et peut-être même que des grands réseaux ont déjà commencé d'avancer là-dessus, je suis à peu près certain que dans l'agenda de tous les dirigeants de banques de détail et de banques de réseau, cette question de qu'y a-t-il réellement sous le grand manteau bancaire et sous le grand manteau du statut bancaire, c'est évidemment une question posée à pas beaucoup d'années. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'interrogent sur un intervalle de 10 ans. Comment est-ce que ça va évoluer, ING Direct? Vous voyez l'affaire. Bon, monsieur Gavalda, il vous a dit, bon, gentil, mais petit, mon ami, finalement, vous restez dans les limites du raisonnable. On en veut bien un petit peu, 2-3%, ça suffira largement. Est-ce qu'effectivement, vous n'êtes pas justement uniquement cantonné à cet aspect financier de la banque et que vous manquez finalement de la dimension, alors je l'ai dit tout à l'heure, charnelle, je veux dire charismatique cette fois-ci? Bien, je voudrais revenir déjà sur un premier point qui est sur l'appellation low cost, que je réfute parfaitement. C'était moins cher que les services des banques, dont chacun sait qu'ils sont de moins en moins coûteux.
Oui, c'est pas ce que nous disent nos clients. Euh, Donc nous, on n'est pas une structure du tout low cost, hein. On est une structure avec on a des coûts de structure qui sont différents et on a un business model qui est différent. Pour autant, on n'est pas low cost. C'est véritablement quelque chose que moi je réfute parfaitement. On est une vraie banque, sauf qu'on ne s'appuie pas sur un réseau. Ça, c'est le premier point. Euh, Nous, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des études qui disent que, effectivement, aujourd'hui, le client d'une banque de détail se rend dans son agence pour rencontrer son conseiller une fois par an, à peu près en moyenne. Toutes les applications qui sont sur Internet, les clients se rendent au moins une fois par semaine en moyenne pour aller voir leur compte sur Internet. Donc il y a un trafic qui est beaucoup plus important sur Internet qu'il ne l'est dans les agences bancaires. Moi j'ai beaucoup de respect pour les agences bancaires et d'ailleurs moi je ne considère pas que la banque en ligne vient en concurrence absolue des réseaux bancaires. Pour moi c'est un complément, c'est éventuellement une alternative pour des personnes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas compter sur l'appui d'un réseau et sur l'appui d'un conseiller. Moi, pour ma part, mon conseiller, je ne l'ai pas rencontré depuis plusieurs années, véritablement. Pourtant, je suis client de banque de détail. Nous, on considère qu'effectivement, il y a encore une marge de progression assez forte pour la banque en ligne en France. Il y a effectivement une très forte concurrence, puisque, effectivement, comme le disait M. Pastré, les banques ont redécouvert les joies des dépôts récemment, et donc on a de plus en plus de concurrence. Pour autant, c'est quelque chose qui va être amené à se développer de plus en plus. On va répondre de plus en plus aux besoins de nos clients, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une génération un petit peu plus jeune qui arrive, qui est beaucoup plus connectée. Nous, aujourd'hui, effectivement, si on n'a pas la proximité d'un réseau, pour autant, on s'appuie sur des communautés Internet. On a des pages Facebook, on est sur Twitter, on a des communautés propres, on a des partenariats avec Yahoo, par exemple, qui est un grand opérateur sur Internet. Et via ces réseaux-là, dématérialisés, effectivement, on peut créer une autre forme de proximité qui, finalement, répond aux besoins de nos clients. Il ne faudra pas demain, Olivier Gavalda, justement, élargir votre offre et par le temps avoir les formations qui mènent à ces nouveaux métiers où il faudra être à la fois le conseiller de proximité et l'opérateur qui sera Il faudra être demain à la fois le conseiller de proximité, capable de recevoir son client, et à la fois le conseiller de proximité relationnelle, capable de recevoir un coup de téléphone à horaire décalé, capable d'envoyer un mail, d'organiser une visio. Oui, sinon, pour le coup, il est clair que l'agence va disparaître parce que les clients veulent de la réactivité et de la proximité relationnelle, mais avec tous les moyens. La proximité relationnelle, ça ne veut pas dire que la proximité physique. Donc oui, et c'est ça le défi que nous avons dans la transformation des ressources humaines dans la banque. C'est ce défi que nous avons à relever qui, je pense, mais c'est mon pronostic personnel, n'est pas si compliqué que ça par rapport à nos conseillers. Le vrai défi, ça va être le management, la capacité de nos managers à transformer cela et à faire en sorte que dans nos agences, chacun de nos conseillers, de nos collaborateurs soit acteur de ce multicontact, de ce multicanal, comme on le dit dans le marketing et dans le jargon bancaire. Voilà, ça c'est un défi extrêmement important. Ouvrage de Michel Roux. Bon, vous avez esquissé tout à l'heure une sorte de cahier des charges. Où pensez-vous que la banque a la capacité à se régénérer ou à évoluer dans... Oui, je crois qu'elle l'a très largement démontré par le passé, donc pas trop d'inquiétude en la matière, mais il y a quand même probablement nécessité de réinventer assez rapidement le modèle, y compris sur les bases que l'on a évoquées. On évoquait un petit peu aussi bien les nouvelles technologies. Je crois aussi qu'elle a quand même une capacité un petit peu à innover. Alors, limite éventuellement de ce qu'on appelle l'extra-bancaire, parce qu'on vend maintenant de la voiture, on vend certes de l'assurance depuis de longue date, mais de la téléphonie, etc., etc. Jusqu'où ? Peut-être aussi cultiver la veille, y compris dans un domaine où il y a parfois des nouveaux concurrents. Et le problème du statut qu'évoquait Hervé Juvin tout à l'heure me paraît très très important. Parce que dans les nouvelles technologies, moyens de paiement par exemple, ou autres innovations, nickel compte, pour ne pas citer de marque, mais le compte bancaire ouvert dans un bureau de tabac, c'est un peu la Kelton de l'époque ancestrale, mais là il y a quand même peut-être aussi une interrogation, et peut-être aussi s'interroger sur tout ce qui est ce lien communautaire qui se crée à travers différents réseaux. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse spécifique de la banque en ce domaine? Donc la banque a encore certainement des jours très heureux, l'agence bancaire a certainement des jours très heureux, mais je crois qu'il faut surtout réinventer le modèle, ce qui pose aussi la
question des formations, naturellement, et je crois beaucoup aussi peut-être aux formations différenciées entre Saint-Gilles et le 6e arrondissement. De Saint-Gilles. Avec le micro, mademoiselle, s'il vous plaît. On va demander à Olivier Pastré sinon de noter la copie de ses petits camarades, mais de dire comment il réagit. Non, trois réactions d'abord. Il faut arrêter d'opposer Internet et l'agence. Je veux dire, ce qui est évident, c'est que ça se développera moins rapidement que de le rêvaient certains, parce qu'il y a un phénomène générationnel. Et il y a des gens qui sont définitivement obtus dans ce domaine-là. Il faut faire avec. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'à un moment, les générations vont faire que, grosso modo, une partie très importante de l'activité relationnelle entre la banque et son client se fera par des moyens type Internet. Donc je pense que dans les 5 années qui viennent, ça va continuer à se développer, mais sur des clientèles assez ciblées. Et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, en fonction des renouvellements de génération, il y aura là un basculement complet. Donc arrêtons d'opposer les deux. Deuxième remarque, pitié, là je m'adresse à tous les RH de la salle, arrêtez de changer vos conseillers de clientèle tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Vous vous flinguez en faisant ça. Alors je sais très bien, pour avoir travaillé dans une banque qui avait une activité de banque de détail, qu'il faut qu'il reste assez longtemps pour créer une relation et pas trop longtemps pour qu'il ne pique pas dans la caisse. Bon, il y a une équation à trouver, je caricature, mais ou alors que leur sens, on va dire ça comme ça, que leur sens du risque s'émousse. Ça revient au même. Mais aujourd'hui, la réalité, alors coopératif, mutualiste ou pas, c'est exactement la même chose. La rotation des conseillers de clientèle est beaucoup trop rapide si on veut développer un service, en tout cas vis-à-vis d'une série de populations. Et dernière remarque que je voulais faire, qui n'a pas été évoquée, je pense qu'il faut que les banques regardent aussi des clientèles qui sont pas très sexy, mais qui sont néanmoins margées. Je rappelle que la marge, elle dépend du risque qu'on prend. Donc, si on ne prend aucun risque, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas de marge. Et dans ce domaine-là, il y a un mouvement d'exclusion bancaire. Alors, le terme est trop fort, il faudrait rentrer dans le détail, ce n'est pas le lieu et l'heure, mais de marginalisation bancaire d'un certain nombre de populations. Et je pense que les banquiers, en s'excluant de ce type de clientèle, s'excluent de clientèle à marge raisonnable, alors que beaucoup de clients plus sophistiqués vont réduire inexorablement les marges. Et donc, il y a une vraie réflexion à mener sur l'exclusion bancaire. Et là, franchement, collectivement, vous n'êtes pas terrible. Et la réponse n'est pas forcément ce qu'on évoquait tout à l'heure, la banque au PMU du coin ou au bureau de tabac où on non, parce que ces populations-là ont plus besoin de conseils que d'autres. Et pour une partie d'entre elles, tout ça est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais pour une partie d'entre elles, est prêt à accepter des marges en échange d'un conseil. Donc je ne crois pas du tout que ce soit la solution de Lebray qui a tout son charme, qui balaye les autres solutions. Il faut aussi regarder les clientèles que vous ne regardez plus depuis une dizaine d'années. Bonsoir, Nicolas Rotureau, IUP Banque Finance de Nantes. Effectivement, j'ai juste une question sur des initiatives que vous pourriez prendre. On voit aujourd'hui que les banques sont confrontées en fait à une dichotomie, c'est-à-dire une contrainte réglementaire de plus en plus forte, une contrainte sur les coûts, ce qui oblige à mutualiser de plus en plus d'instruments, de systèmes d'information, et donc à raisonner de plus en plus en termes globaux, mais également, ce qui a été évoqué par Hervé Juvin, la prédominance des circuits courts. On voit avec les monnaies locales, les AMAP, etc. Et donc la proximité, en fait, de donner du sens. Comment faire en sorte, effectivement, que l'épargne, par exemple, revienne sur le territoire. Et donc, je voulais savoir si, aujourd'hui, quelles étaient, en fait, des initiatives supplémentaires que vous pourriez mettre en place pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à la fois respecter les contraintes européennes globales et également cette proximité qui nécessite d'être encore plus accrue auprès des territoires et des clients. Oui, je crois que vraiment ce n'est pas antinomique. Autrement dit, effectivement, je parle du réseau mutualiste que je connais, le Crédit Agricole, on va concentrer de plus en plus les moyens pour baisser les coûts, à la fois pour la rentabilité des structures de caisse régionale et à la fois pour le client, parce que le client met la pression sur les coûts, comme dans n'importe quel autre secteur du service. Donc, on va concentrer
de plus en plus, mais c'est pas antinomique avec la notion de proximité, je dirais, physique et de proximité locale et de jouer local. Et c'est là où le fait de laisser partout les agences, d'avoir nos réseaux de caisses locales avec leurs représentants, leurs élus locaux, et donc de jouer ces synergies locales et cet investissement dans le territoire local est surtout pas antinomique avec de la réglementation européenne. Et d'ailleurs, on se bat beaucoup au niveau européen pour faire prendre en compte nos spécificités, enfin je parle celle du Crédit Agricole, mais du monde coopératif en général, pour justement expliquer les spécificités du modèle coopératif, que ce soit pour la banque d'ailleurs ou pour n'importe quel autre secteur. Et donc, je n'y vois pas d'autonomie. Par exemple, on vient de fusionner les systèmes d'information au niveau du Crédit Agricole. Bon, évidemment, ça va nous apporter à la fois beaucoup de développement supplémentaire, de capacité de développement, mais surtout et aussi une pression sur les coûts qui sont importants. Hein. L'informatique dans la banque, c'est une partie importante de nos charges. C'est pas du tout, et ça ne va pas du tout remettre en cause, et au contraire, cette notion de proximité, de jouer local. Enfin, Et est-ce qu'en parallèle, vous allez vers la différenciation de produits sur des produits, par exemple, sur des OPCVM plus marqués sur un territoire Oui, donné oui, bien sûr. voilà, pour se rapprocher Et là, je suis vraiment en phase. Et d'ailleurs, nous avons commencé à faire de la communication hein, sur l'épargne locale qui revient au local. On y croit beaucoup, d'abord parce que il faut bien qu'on entende, on est tous des banquiers ici, on connaît tous ça, mais on a été très surpris par cette campagne publicitaire, j'en profite pour le dire, parce qu'on s'est rendu compte que les Français n'avaient pas compris que leur épargne servait à financer des projets. Ça nous paraît tellement basique dans notre quotidien, la connaissance que l'on a du monde bancaire, mais notre grande surprise, ça a été de découvrir que les clients n'avaient pas compris que leur épargne finançait des projets et que la rémunération de leur épargne était liée aux emprunts de l'autre côté. Et donc on voit bien tous les efforts pédagogiques que l'on fait. Et plus on va raisonner local en identifiant que tel livret, que telle somme déposée sur tel OPCVM ou sur tel livret va financer le projet de telle entreprise ou va financer tel projet d'une collectivité locale, plus on va gagner dans le coût et dans la pédagogie bancaire, dans l'utilité de la banque à l'économie et à l'évolution de la société en général. Le client du Crédit Agricole en Bretagne, quelque part, finance Armor Luxe qui fabrique des bonnets rouges. Oui, pourquoi pas. Pourquoi Voilà. pas. Ils font aussi le tricot Montebourg, là, qui est produit international. Nous passons à la deuxième table ronde et je remercierai donc Michel Roux, Hervé Juvin qui nous a quittés, Olivier Gavalda, Emmanuel Vautrin. Merci messieurs.